Vous ne comprenez pas comment la République islamique tient encore, n'est-ce pas? Pourquoi le peuple iranien ne l'a-t-il pas renversé? Et l'Iran, dont l'armée a été décimée, dont l'économie subit une inflation de 115%, dont le PIB a diminué de 70 milliards de dollars en quelques semaines, se retrouve face aux États-Unis lors des négociations de cessez-le-feu. Et il ne se comporte pas comme un pays vaincu, mais agit plutôt comme un pays qui a encore des cartes en main et qui obtient ce qu'il veut. Comment peuvent-ils encore être à la table avec l'un des meilleurs négociateurs du monde? C'est un exploit impressionnant, mais pas surprenant pour ceux qui suivent l'Iran depuis le début. La réponse à toutes ces questions se trouve en fait dans ce qui se passe en Israël en ce moment. La guerre avec le Hezbollah a repris, le renforcement des restrictions dans le nord, le Hezbollah tire à nouveau, et tout cela se produit en plein milieu des négociations qui incluent le Hezbollah dans les conditions. Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse ne concerne pas seulement la force militaire, ce à quoi nous pensons généralement, car l'Iran n'en a plus vraiment beaucoup. Il s'agit de quelque chose de bien plus intéressant. Une stratégie de survie si délibérément construite pendant 47 ans qu'une guerre de cette ampleur n'a même pas réussi à la briser. Après avoir compris cela, vous ne verrez plus jamais un titre sur l'Iran de la même façon. Bienvenue sur Mirakecho sur JNS TV, allons droit au but. Alors que nous suivions ce conflit, nous mesurions la mauvaise chose. Nous recensons les installations détruites, les commandants tués, les missiles neutralisés, l'effondrement économique, et en concluons que l'Iran perd. Selon ces critères, c'est exact. Leurs défenses aériennes sont presque détruites. Leur commandement militaire est décapité. Leurs services de renseignement sont anéantis. Saviez-vous que les services de renseignement américains et israéliens interceptent les ordres de l'état-major iranien avant qu'ils n'atteignent leur commandant, ce qui a plongé la branche du renseignement des gardiens de la Révolution et le ministère du renseignement dans une forte rivalité institutionnelle. Ils redoutaient de se cacher des infos et se soupçonnaient d'être compromis, tandis que les États-Unis et Israël agissaient en parfaite coordination. La Russie fabrique ses drones faute de livraison iranienne. La Chine se détourne du pétrole iranien. Le programme nucléaire a pris plusieurs années de retard. Selon toute mesure conventionnelle, c'est un pays qui devrait être à terre. Mais l'Iran n'a jamais joué à ce jeu-là. Il ne l'a jamais vraiment fait. La République islamique s'est fondée sur une intuition stratégique dès ses débuts. Vous n'avez pas besoin de gagner, vous avez juste besoin de survivre. Vous devez encore être debout lorsque la pression diminue, pour survivre à chaque administration, à chaque régime de sanctions, à chaque campagne militaire, à chaque moment d'attention internationale maximale, et être là, toujours opérationnel, lorsque la foule passe à la crise suivante. Au moment où le régime est encore debout, il déclare la victoire, car la survie est la seule condition de victoire qu'il se soit jamais réellement fixée. Cela paraît simple, mais les implications sont énormes, car chaque stratégie que l'Iran a élaborée tourne autour de cette logique et cela explique tout ce qu'ils font en ce moment, sur le plan intérieur, à la table des négociations et aussi au Liban. Pour commencer, nous devons comprendre comment ils ont survécu à la pression interne, ce sur quoi tout le monde en Occident comptait pour les faire tomber. Le peuple iranien va se révolter, renverser le régime. Les dirigeants occidentaux l'ont dit directement à plusieurs reprises. C'était le plan, et pourtant ils ne sont pas tombés. 80% de la population iranienne s'oppose à ce régime néfaste, et pourtant il est conçu pour rester au pouvoir assez longtemps pour survivre à tout. Les gardiens de la révolution, les Pasdaran, contrôlent plus de la moitié de toute l'économie iranienne. Les entreprises de construction, les banques, les sociétés d'importation, l'industrie manufacturière, les contrats pétroliers et les 20% qui soutiennent le régime ne sont pas seulement unis par leur engagement idéologique envers la République islamique. Ils sont unis par l'argent. Les salaires, les promotions de contrats, le logement et les licences commerciales. Tout cela passe par la même institution qui dirige l'armée. L'effondrement du régime est leur ruine financière. Alors ils tiennent bon, non seulement parce qu'ils croient en la révolution, mais aussi parce que la révolution est leur gagne-pain et que ce serait littéralement leur ruine si elle venait à tomber. C'est leur architecture interne de survie qui a été habilement conçue dès le début. Vous créez un système où assez de gens ont suffisamment à perdre pour tout faire afin de le préserver, même réprimer les 80% voulant sa disparition. Et ils l'ont effectivement fait. Parlons des Iraniens, car ils semblent réduits à un sujet de discussion alors qu'ils sont un peuple héroïque soumis à une cruauté extrême. En janvier de cette année, les Iraniens sont descendus dans la rue lors de ce qui est devenu la plus grande vague de protestation que la République islamique ait jamais connue. Le régime a tué au moins 42 000 personnes pour la réprimer. 42 000. Ce chiffre vient de Donald Trump lui-même, d'après les évaluations des services de renseignement, et à en juger par la situation, ce nombre pourrait encore augmenter considérablement.
Ce sont des personnes qui ont examiné tout ce que le régime avait et ont décidé que le prix du silence était plus élevé que celui de prendre la parole. Le régime a répondu à leurs protestations en tuant assez de personnes pour faire tomber la plupart des gouvernements. Les femmes ont retiré leur hijab malgré les lourdes conséquences. Les jeunes hommes qui se tenaient dans les rues en sachant que le siège approchait. Les 80% payèrent la survie de ce régime de leur vie depuis des décennies. Et janvier a été l'un des exemples les plus flagrants de cela. J'y pense chaque jour, à quel point ces personnes souffrent. Et il est facile de se laisser absorber par la question de savoir quelle sera la prochaine étape et s'il y aura un accord. Mais ce sont les Iraniens qui subissent réellement les conséquences de tout cela, et nous ne devons pas l'oublier. Le régime a imposé la plus longue coupure nationale d'Internet jamais enregistrée. 88 jours. La connectivité a chuté à 4% des niveaux habituels, car un Internet libre dévoilerait au monde le nombre de victimes du régime. Alors que l'accès à Internet était partiellement rétabli cette semaine, le jour même où les négociations de cessez-le-feu progressaient, le régime importait du matériel chinois pour installer une infrastructure de coupure permanente afin d'éviter d'improviser à l'avenir. Le fait qu'ils pensent déjà à la prochaine fois pendant les négociations vous dit tout. Ils sont pleinement conscients qu'une nouvelle vague arrive et ils prévoient d'être bien présents quand cela se produira. Les 80% doivent être maintenus séparés les uns des autres, incapables de compter leurs morts, incapables de s'organiser, incapables de montrer au monde ce qui leur arrive pour que le régime puisse survivre. Il existe un concept dans la tradition islamique appelé la hudna, une trêve temporaire conclue délibérément lorsque vous êtes trop faible pour gagner, conçue spécifiquement pour gagner du temps afin de se reconstruire avant de reprendre. Ce modèle date de l'an 628 après JC, quand les forces de Muhammad ne pouvaient pas vaincre lors d'une confrontation directe. Il a accepté un accord de paix, profiter de la trêve pour se renforcer, puis à relancer les hostilités une fois prêt. Ce modèle est familier et a traversé la politique étrangère iranienne pendant des décennies sans interruption, et il a fonctionné à chaque fois. En 2003, l'Iran, surpris avec une installation nucléaire secrète, a suspendu l'enrichissement sous pression internationale, soulageant le monde. 2 ans après, ils ont reconstitué leur stock. En 2015, le JCPOA a été signé. La communauté internationale célèbre. L'Iran reçoit 150 milliards de dollars en allègement des sanctions et profite de cette période pour financer le Hezbollah à hauteur de 50 millions de dollars par mois, pour étendre les milices chiites à travers l'Irak et la Syrie, pour accélérer son programme de missiles plus rapidement qu'avant l'accord, pour transformer la menace des Houthis au Yémen en quelque chose qui prendrait des années à démanteler. Chaque dollar issu de l'allègement des sanctions a financé le réseau de groupes par procuration et préparé le long terme. Cette semaine, Donald Trump annonce l'accord qui est en grande partie déjà négocié. Évidemment, cela continue de fluctuer. Téhéran a d'abord parlé de cadre, puis a précisé que les questions nucléaires sont exclues des négociations, que le détroit d'Ormuz reste géré par l'Iran et que l'allègement des sanctions est non négociable. Les deux parties ont annoncé le même accord, mais l'ont présenté comme 2 accords complètement différents. En avril, l'Iran a accepté un cessez-le-feu à condition de rouvrir puis refermer le détroit en quelques heures, rendant l'accord soumis à de nouvelles exigences qu'il savait que Washington refuserait. Nous avons déjà vu cela auparavant, mais cela ne vient pas seulement de l'Iran, c'est une stratégie islamique. Quelques jours après qu'Arafat ait signé les accords d'Oslo sur la pelouse de la Maison-Blanche en 1993, il s'est adressé à un public musulman à Johannesburg et a explicitement comparé Oslo à Hudaybiya, une trêve à respecter seulement jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour reprendre. Les diplomates occidentaux qui ont passé des années à travailler sur cet accord ont passé des années ensuite à nier que l'enregistrement était authentique, car ils ne pouvaient pas affronter ce que cela signifiait. La Hudna n'est pas une théorie ni une interprétation. C'est une stratégie documentée, utilisée ouvertement, que l'Occident choisit sans cesse de ne pas reconnaître. Et il y a encore une chose qui donne à ce moment toute sa gravité. Ce n'est pas la première fois que la République islamique boit ce qu'elle appelle le calice empoisonné. En 1988, après 8 années de guerre brutale avec l'Irak, Khomeini a accepté un cessez-le-feu qu'il a décrit exactement en ces termes. Une humiliation, un abandon d'un principe révolutionnaire, une coupe de poison avalée pour survivre. Le régime a encaissé l'humiliation, est resté debout et s'est reconstruit. Khomeini n'est plus, mais le régime qu'il a fondé perdure, agissant comme ses successeurs l'ont appris de lui. Le père du guide suprême actuel y a goûté. Maintenant, son fils affronte la même épreuve. La mémoire neuronale institutionnelle remonte à des décennies et elle dit « avale l'humiliation, survis et reconstruis-toi ». Le danger spécifique de la structure actuelle de l'accord, c'est que la première phase, un certain allègement des sanctions, un certain relâchement de la pression, offre exactement ce dont l'Iran a besoin, un répit, tandis que la question nucléaire est reportée à la seconde étape.
Lorsque la deuxième phase arrivera, la machine aura utilisé le répit de la première phase pour se reconstituer. Elle l'a déjà fait auparavant. La documentation existe. Et pourtant, nous y revoilà. Maintenant, voici l'élément qui prouve que cette théorie est correcte, que ce n'est pas simplement une sorte de théorie du complot farfelu. Lorsque l'Iran a négocié le cadre du cessez-le-feu avec Washington, il a protégé le Liban. Gaza a été complètement exclu. Le Hamas a été laissé de côté. Au sein du monde palestinien, cela a suscité confusion et questions sur la raison pour laquelle l'Iran a impliqué le Liban dans un arrangement, laissant Gaza exposé. Le Hamas découvre maintenant publiquement qu'il est un atout de second plan, et c'est un sujet pour un autre épisode. Mais c'est un indicateur de la direction des priorités de l'Iran. Loin de Gaza, ça c'est certain. Ensuite, il s'est produit quelque chose que peu de gens ont vraiment fait le rapprochement. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis doivent choisir entre un cessez-le-feu ou continuer la guerre via Israël, mais pas les deux. L'Iran a menacé de faire s'effondrer tout le cadre du cessez-le-feu si le Hezbollah n'était pas protégé par ces dispositions. Le projet de cadre de l'Iran comprenait une déclaration de fin de la guerre sur tous les fronts, y compris le Liban, pendant la durée des négociations. Cela signifie que l'Iran essaie d'utiliser les pourparlers de paix pour geler les opérations d'Israël contre le Hezbollah pendant que la diplomatie se poursuit. Écoutez bien cela encore une fois. L'Iran est à la table des négociations et exige que les négociations pour un accord de paix protègent le Hezbollah de la pression militaire, tandis que le Hezbollah tire simultanément des roquettes, se reconstruit et détruit le nord d'Israël. Il utilise la diplomatie pour protéger son proxy, tandis que le proxy démontre que la diplomatie ne signifie rien pour lui. La table des négociations est utilisée pour protéger précisément ce qui rend la table des négociations inutile. Si vous suivez l'actualité israélienne, vous aurez vu que la guerre au nord contre le Hezbollah s'est intensifiée et a repris. Sous d'immenses salves de roquettes, les restrictions sont revenues pour les civils qui vivent encore là-bas, et les FDI vont plus loin au Liban que ce que quiconque attendait. C'est la raison pour laquelle le Liban est irremplaçable pour l'Iran, et cela révèle tout sur la façon dont l'Iran considère cette situation. Le réseau de groupes par procuration de l'Iran n'a jamais été conçu uniquement pour mener des guerres. Il a été construit pour qu'on ne puisse jamais totalement vaincre l'Iran. Parce qu'il y aurait toujours plusieurs foyers de conflit dans la région qu'aucune campagne militaire ne pourrait éteindre simultanément. Le Hezbollah au Liban, les milices chiites implantées en Irak, les Houthis au Yémen. Chacun est construit et implanté différemment, nécessitant une solution militaire et politique distincte pour être délogé. Le but n'a jamais été qu'un seul de ces groupes gagne. Le but, c'était qu'aucun d'entre eux ne puisse jamais être complètement éliminé. Et le détroit d'Ormuz reste sous contrôle iranien pendant tout ce temps. Le seul atout géographique qu'aucune campagne de bombardement ne peut détruire, ce qui signifie que l'Iran a toujours un levier économique à faire valoir dans toute négociation, même si son armée est dévastée. Si vous vous sentez perdu face à tous les éléments différents que nous avons décrits, c'est précisément le but. L'Iran jongle avec tellement d'entités différentes pour pouvoir toutes les garder sur la table des négociations, et il sait que même si l'une d'elles tombe, il y en a une dizaine d'autres qu'il peut relancer, ce qui signifie que l'Iran survit. Le Liban est l'endroit où la stratégie des proxys s'est presque pleinement réalisée. La preuve n'est pas dans les armes du Hezbollah, mais dans le gouvernement libanais. L'Iran a passé 40 ans et dépensé 50 millions de dollars par mois pour faire du Hezbollah une milice et un État dans l'État. Il a sa propre économie et une branche politique présente au Parlement libanais. Il dispose de ses propres services sociaux et de réseaux financiers intégrés si profondément dans les institutions libanaises qu'éliminer le Hezbollah reviendrait à démanteler des éléments même du Liban. Avant même que cette dernière guerre ne commence, Reuters avait confirmé que le Hezbollah avait dépensé ses 50 millions de dollars pour réapprovisionner ses roquettes et faire fonctionner ses propres usines d'armement sur le territoire libanais, se préparant au prochain conflit qu'il savait inévitable. Reconstruire littéralement pendant le cessez-le-feu qui était censé l'affaiblir. Un cessez-le-feu, je vous rappelle, que l'Occident a fortement soutenu. Encore une fois, ils se sont laissés piéger par une vision à court terme, comme si un cessez-le-feu pouvait mener à autre chose qu'à la prochaine guerre. C'est ce que l'histoire nous a montré à maintes reprises. Même si Hezbollah rendait toutes ses armes demain, il garderait quand même toute la capacité de se reconstruire à partir de zéro, parce que les armes ne sont jamais le véritable enjeu. C'est l'écosystème sous-jacent qui compte. Et il est conçu pour survivre et continuer, même s'il ne gagne jamais. Le gouvernement libanais le sait. L'armée libanaise a annoncé des plans de désarmement que le Hezbollah a publiquement tournés en dérision. Le ministre des Affaires étrangères libanais a affirmé que le Hezbollah ne céderait pas ses armes sans l'accord de l'Iran,
soulignant qu'un État souverain ne peut retirer ce que l'Iran a établi depuis plus de 40 ans. Cette paralysie, un gouvernement qui a peur de son propre invité, c'est la véritable réussite iranienne. Voilà ce que 40 ans de Hudnas ont réellement construit. Ce n'est pas seulement un stock de missiles, c'est une présence permanente dans un pays dont ce pays lui-même ne peut pas se défaire. C'est un système tentaculaire qui se retrouve logé à tant d'endroits différents que dès qu'on en retire un autre repousse aussitôt. Quand le Hezbollah lance des roquettes sur le nord d'Israël aujourd'hui, après avoir perdu sa direction et subi ses pires frappes, l'Iran envoie un message indépendant de l'issue militaire de cet échange. Il dit « Même réduits en ruine par des bombardements, on peut vous atteindre via le territoire d'un autre, profitant de la paralysie de son gouvernement comme rampe de lancement. Nous n'avons jamais besoin de gagner. Nous ne perdons tout simplement jamais vraiment. » Et en protégeant le Liban dans le cadre des accords de cette semaine, en exigeant que tout cessez-le-feu gèle les opérations d'Israël là-bas, l'Iran s'assure que la prochaine série de Hudnas est un point de départ. Encore une fois, si la République islamique venait à tomber par hasard, le Hezbollah est conçu pour se reconstituer de lui-même. Et donc, quand on regarde tout ce qui se passe en ce moment, l'accord que les deux parties décrivent différemment, l'Internet rétablit le même jour où les négociations avancent, avec l'arrivée d'équipements chinois pour rendre la prochaine coupure permanente. Le gouvernement libanais regarde impuissant pendant que le Hezbollah tire depuis son territoire. Il ne s'agit pas d'histoires séparées. Vous voyez un seul organisme faire une seule chose, garder les 20% payés et loyaux pour que les 80% restent soumis en gagnant du temps grâce aux négociations. Comme Khomeini a gagné du temps en 1988 en buvant à la coupe empoisonnée, mais en survivant, en se reconstruisant et en se maintenant au Liban. La preuve la plus claire que, si vous ancrez quelque chose assez profondément dans les institutions d'un autre pays, en profitant de chaque pause, cessez-le-feu et moment d'inattention du monde, même ce pays ne pourra l'enlever. Le peuple iranien n'est pas ce régime. Ce sont les 42 000 personnes tuées en janvier pour avoir demandé quelque chose de différent. Ce sont les femmes qui n'ont pas pu contacter leur fils à l'étranger pendant 3 mois parce que le régime devait cacher ce qu'il faisait. Ce sont les 80% qui paient cette stratégie de survie de leur vie depuis 47 ans et qui méritent de vivre dans un pays qui construit autre chose que sa propre survie. Mais elles sont confrontées à un système qui a été construit spécifiquement pour ne pas tomber, non seulement économiquement, mais aussi militairement. Contrairement à d'autres régimes qui sont toujours focalisés sur la victoire, la République islamique ne se soucie pas de gagner. Elle se soucie de durer plus longtemps que les autres. Et c'est pourquoi le peuple iranien n'a pas encore réussi à le faire tomber, parce qu'il a été conçu pour survivre précisément à ce genre de situation. Et c'est un problème crucial dans les négociations et dans les escalades au Liban. Ils ne reculent pas vraiment. Et ils ne le feront jamais. La question est donc, doit-on reprendre des campagnes militaires nuisibles à la République mais qui accentuent l'escalade avec le Hezbollah? Ou bien se laisse-t-on piéger par les tactiques de négociation en espérant que la dissuasion marche? Comme le dit Donald Trump, l'Iran ne gagne jamais une guerre, mais il ne perd jamais une négociation non plus. Que ce moment soit celui où la stratégie atteint enfin ses limites, nous ne le savons honnêtement pas. Mais maintenant, au moins, vous comprenez exactement ce que vous regardez. Je suis Yerke et on se retrouve la prochaine fois.